Donc on va reprendre. Donc là, on va écouter la présentation de Camille Abo. Tu te présenteras peut-être. Ensuite, on fera la présentation de David Perron. Et puis après, on fera le quiz. Vous pourrez gagner des goodies avec le quiz ce soir encore. On voit les personnes qui veulent des goodies. Et donc après le quiz, il y aura un temps d'échange et de questions où vous pourrez interroger, poser les questions que vous voulez à nos 3 intervenants. Et après ce temps de questions, il y aura le résultat du quiz avec les gagnants qui pourront récupérer leur lot. Donc voilà, je laisse la parole à Camille qui va nous faire sa présentation. Merci. Oui, d'accord. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Camille Abo, je suis doctorante de l'Université d'Avignon. Et en fait, je viens des études théâtrales et des lettres. J'ai fait un master qui s'appelle le Master Théâtre et Patrimoine à Avignon, où j'ai commencé en fait à m'intéresser à tout ce qui était art numérique et interaction entre les arts, donc dans mon domaine, le théâtre, et puis le numérique. Et ensuite, j'ai commencé une thèse, donc... Là, je vais commencer ma 3e année de thèse qui parle de la figure du robot dans le spectacle vivant et aussi dans la littérature. Voilà, donc tu peux passer. Donc, il faut savoir, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, que le mot robot est apparu pour la première fois en 1920 dans une pièce de théâtre d'un auteur tchèque qui s'appelait Karel Čapek. Donc c'est une pièce qui a eu un assez grand succès dès le début, qui a été jouée en France aussi avec des acteurs comme Antonin Artaud. Et puis, donc pour vous résumer vite fait l'intrigue de cette pièce, c'est une pièce qui parle d'humains artificiels créés artificiellement par un savant un peu fou voilà, et qui en fait sont créés pour travailler à la place des êtres humains dans cette œuvre. Donc on est sur des robots créés à partir de matière organique. Donc c'est pas des robots métalliques et mécaniques, ils sont parfaitement androïdes, donc c'est-à-dire qu'ils ressemblent parfaitement à des êtres humains et ils sont vendus dans le monde entier en fait. Et à la fin de la pièce, il y a une apocalypse, ils deviennent plus forts et on se rend compte qu'en fait ils sont pas dépourvus de sentiments, qui souffrent, etc. Et ils font la révolution, ils tombent amoureux, etc. Et ils tuent tous les humains jusqu'au dernier et ils essayent de percer le mystère de leur création parce qu'au début ils n'arrivent pas à se reproduire entre eux, mais finalement ils deviennent les nouveaux Adam et Ève et il y a une histoire de recommencement où les robots recommencent voilà, la création, le vivant quoi. Donc ensuite, prochaine slide. Je vais vous parler maintenant d'un spectacle de Joris Mathieu qui est une création de 2017. Donc Joris Mathieu, c'est le directeur du CDN, donc le théâtre de Lyon, théâtre de nouvelle génération. Et c'est un spectacle un peu particulier parce que l'équipe artistique dit que c'est un spectacle installation. Donc c'est pas tout à fait un spectacle parce que c'est un dispositif dans lequel pénètre le spectateur. Et qui est créé pour 45 personnes, c'est plutôt un petit format, et il n'y a pas de séparation entre la scène et le public. Donc le public est séparé en 3 groupes, chacun porte un casque audio différent, et en fait dans le casque audio, on va entendre des instructions qui nous est données par un chatbot, et qui nous dit voilà, allez à tel endroit, et on se déplace dans le dispositif. Donc c'est vraiment une expérience particulière parce qu'on a une esthétique assez inquiétante. On est dans un monde post-apocalyptique. En fait, l'histoire, c'est que c'est cette intelligence artificielle qu'on entend dans le casque qui avant l'apocalypse, a fait la connaissance d'un metteur en scène et ils ont décidé de faire du théâtre ensemble. Sauf qu'entre-temps, la race humaine est devenue éteinte et donc cette intelligence artificielle, à l'aide de machines et à l'aide de robots, va
créer un spectacle toute seule. Donc on n'a que des machines sur scène et les spectateurs et un roboticien qui est présent également sur scène pour vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est un dispositif avec 2 imprimantes 3D sur lesquelles sont projetés aussi du texte, et il y a aussi un bras robotique de la marque KUKA qui est présent, qu'on connaît un peu dans l'industrie, qui va jouer le rôle d'un marionnettiste qui va recréer une scène d'Hamlet de Shakespeare. Donc dans cette pièce, il y a beaucoup de références à Hamlet, Beckett et aussi à la pièce de Karel Čapek de 1920 dont je vous ai parlé au début. Donc c'est vraiment une pièce qui se base sur des références d'auteurs de théâtre qui ont beaucoup questionné la condition humaine et l'essence de l'âme humaine, etc. Donc c'est à la fois une pièce sur le théâtre et puis sur nos relations aux nouvelles technologies et à l'art. Voilà. Il y a aussi un jeu sur la machinisation en fait du spectateur qui certes a une relation un peu interactive avec le dispositif, mais qui va aussi obéir bêtement aux ordres du robot qu'il entend dans son casque et qui va se déplacer de manière un peu mécanique. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle dans le casque se moque un petit peu du spectateur à certains moments. Voilà. Je pense qu'on peut montrer la vidéo qui est sur la prochaine slide. C'est tout ? Oui. Ah, ok. Je croyais qu'il y avait du texte, je croyais qu'il disait le texte de Shakespeare. Donc ça, c'est le fameux bras robotique qui du coup manipule les petites marionnettes qui sont en fait imprimées par les imprimantes 3D au préalable. Et donc on voit qu'il y a quand même une esthétique à la fois numérique et un peu de l'horreur. Donc il y a des fumigènes, il y a un éclairage très particulier. À un moment, il y a le bras robotique est surmonté d'une tête de mort. Et puis il y a le texte de Shakespeare qui est dit comme ça d'une voix très rauque. Voilà. Je vais aussi donc à la fin de chacun des spectacles, chacune des représentations de Artefact, donc ce spectacle, il y a une rencontre en fait avec l'équipe artistique qu'ils appellent l'échange humain, pour que le spectateur puisse avoir à la fin une interaction humaine et puisse débriefer un peu de ce qu'il a vu. Et moi j'ai noté quelque chose que dit Clément-Marie Mathieu, qui est le roboticien qui a travaillé sur ce spectacle, et il a dit c'est ce qu'on projette à l'intérieur de ces bots ou de ces robots qui est intéressant. En fait, l'intelligence et la pertinence, c'est nous qui la fabriquons. Lui, ce n'est qu'une machine bête qui envoie des phrases, et Joris, dans son écriture, donc qui est le metteur en scène, a commencé à se mettre en marche sur le spectacle à partir du moment où il a porté du sens à ce que la machine lui a envoyé à lui. Voilà. Je vais vous montrer une deuxième vidéo. Donc cette fois, c'est une interview de Éric Minkion-Castin, qui est un chorégraphe et qui a fait des spectacles de danse, donc avec des robots et des enfants et des danseurs. Et vous allez voir ce qu'il dit aussi à ce propos. Ça ne veut pas. Bon, c'est pas très grave. Du coup, je vais vous résumer à peu près ce qu'il dit. Il dit aussi que, en fait, ce qui est intéressant quand on travaille avec des robots sur scène, c'est qu'on projette quelque chose d'humain sur une machine, et que c'est quelque chose qui est issu de notre perception ou de notre imagination.
Donc ça peut être quelque chose de vivant, ça peut être quelque chose de menaçant, de sympathique, de vulnérable. Quand on voit un petit robot, lui, il travaille avec des petits robots Nao qui parfois nous semblent un peu maladroits. On se dit, ah là, il se trompe, etc. Et donc ça le rend vulnérable à nos yeux et peut-être plus humain, plus sympathique. Ah. Ouais, il y a eu un petit bug. Bon. Ah si. Ah, on a le son, mais pas l'image. Non, mais sinon, c'est pas grave, on va enchaîner parce que... Ouais. Ok. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de références du coup plus littéraires et culturelles en rapport avec le robot et puis l'idée d'humain artificiel. Alors avant ça, je vais quand même vous expliquer quelle est ma démarche par rapport au théâtre. Moi, ça m'intéresse beaucoup de parler d'artistes qui intègrent à nouveau des robots dans des pièces de théâtre parce que en fait ils sont depuis toujours en fait l'être humain il s'imagine créateur d'êtres nouveaux. Et ce depuis l'Antiquité, donc on va citer plusieurs exemples avec le golem, avec la science-fiction, avec Prométhée, avec Frankenstein, etc. Et finalement, la robotique a fini par exister, mais le mot robot est apparu dans une œuvre de fiction et a été utilisé pour désigner une vraie machine à partir de 1950 pour désigner une machine qui s'appelait Unimate et qui était utilisée dans l'industrie en fait. Et donc après ça, la robotique et puis l'intelligence artificielle, tout ça, c'est devenu des champs de recherche et d'industrie très sérieux. Et moi, ça m'intéresse en fait de voir ce que font des artistes avec ces technologies qui maintenant appartiennent à la réalité pour les réinjecter dans des œuvres de fiction et tout en ayant un peu englouti toutes ces références à la fois littéraires et culturelles et toutes ces choses qui sont dans notre imaginaire collectif et qui influencent beaucoup notre vision du robot. Voilà. Ok. Donc, prochain slide. Donc, on va parler du coup de mythe de création. Donc, on peut parler déjà du premier homme, d'Adam, qui a été créé par Dieu à partir de glaise. Donc, petite citation de la Bible. Alors, il y avait Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint l'être vivant. Il y avait Dieu planta un jardin d'Éden à l'Orient et y mit l'homme qu'il avait modelé. Donc voilà, premier homme créé en glaise, première création humaine, humanoïde. Ensuite, on a Prométhée. Prométhée, c'est aussi quelque part le premier homme, mais c'est dans la mythologie grecque et il a été créé par un titan à l'image de Dieu comme Zeus, etc. Et c'est aussi l'homme qui ruse et qui apporte la connaissance et la force à l'homme en dérobant la foudre. Et finalement, c'est lui qui est... Finalement, il est puni. C'est lui, vous savez, qui se fait dévorer le foie inlassablement par un vautour parce qu'il a dérobé la foudre, etc. Et puis, troisième figure, donc toujours créé à partir de glaive, c'est dans la tradition juive, c'est le golem. Donc le golem est considéré souvent comme vraiment l'ancêtre, comment dire, l'ancêtre légitime du robot parce que lui, pour le coup, a été créé par un homme, par un rabbin, qui a voulu créer une créature puissante pour pouvoir protéger la cité. Et donc le golem, il est fabriqué en glaise et il est mis en action par le langage. On lui met une inscription comme ça hébraïque sur le front et il se met en mouvement. Et alors ça dégénère complètement parce qu'il va détruire des villes entières et puis il est complètement pâteau et maladroit, il crée des catastrophes, il va toujours trop loin dans l'exécution des ordres. Et si on lui dit t'as qu'à apporter de l'eau dans ce puits, et il va remplir non pas le puits mais la maison entière d'eau, etc. Voilà. Donc là je vous ai mis une affiche. Pardon. C'était une affiche d'une expo sur le golem qu'il y a eu, je crois, il y a 1 ou 2 ans à Paris, mais c'est pas grave. Et puis donc prochaine étape. Voilà.
Bon, prochaine étape, donc je vais vous parler du romantisme. En littérature, donc c'est le romantisme allemand et anglais notamment. Et on va parler du mythe de Frankenstein par Mary Shelley. Donc c'est surtout en Allemagne et en Angleterre, et le romantisme en fait suit et s'oppose un peu aux philosophes des Lumières français. Donc les Lumières, c'est on se bat contre l'obscurantisme, c'est le culte de la connaissance et du progrès de la pensée. Le romantisme, c'est un peu une réaction à ça, c'est-à-dire que c'est redonner sa place à la nature et aux sentiments. Donc il y a un rapport un peu compliqué à la science qui s'oppose justement à la nature, et puis il y a cette espèce de savant qui pêche, qui a voulu modifier la nature, mais qui s'en mord un peu les doigts. Donc on peut citer notamment Faust de Goethe, qui est un savant respecté pour sa connaissance et qui désire acquérir un savoir universel, mais il est très torturé, il fait un pacte avec le diable, c'est les passions, l'humanité souffrante et tiraillée, etc. Alors Frankenstein, tout le monde connaît le mythe de Frankenstein, mais tout le monde n'a pas lu le roman de Frankenstein de Mary Shelley. C'est un roman assez étonnant. Il y a énormément en fait de descriptions de paysages dans ce livre, c'est incroyable. C'est pas forcément ce à quoi on s'attend, c'est vraiment des paysages, et alors les tourments intérieurs du savant Frankenstein. Il faut savoir que Frankenstein, c'est le nom du savant et non pas de la créature. La manière dont il crée le monstre est en fait assez peu détaillée. On comprend vaguement que c'est à partir de morceaux de cadavres et de choses comme ça. C'est inspiré par le galvanisme, c'est-à-dire l'idée que l'électricité avait le pouvoir de donner la vie et d'animer soit des choses inanimées, soit des êtres vivants, soit des choses mortes. Et donc à cette époque on croyait beaucoup à ça, et d'ailleurs Darwin aurait dit que cette fiction ne relève nullement de l'impossible. Voilà. Donc en fait Frankenstein de Mary Shelley, quelque part, ce serait le premier roman de science-fiction parce que ça extrapole sur potentiellement une possibilité scientifique. Donc Frankenstein, c'est un jeune savant brillant, voire prodige, qui découvre le moyen de créer et d'animer un être. Donc c'est vraiment une obsession, et jusqu'à ce qu'il y arrive, il ne s'arrête pas. Et puis dès qu'il y a réussi, il regrette immédiatement. C'est-à-dire qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec sa créature, il l'abandonne complètement, il n'assume pas du tout la responsabilité de cette créature, qui est hideuse, qui est complètement traquée et détestée de tout le monde, parce que le monstre est tellement laid que voilà. Et puis finalement, Frankenstein finit par tuer tous ceux qu'aime... le monstre de Frankenstein finit par tuer tous ceux qu'aime Frankenstein. Et donc voilà, c'est très tragique. Et Frankenstein vit avec la culpabilité d'avoir créé ce monstre, mais surtout une grande haine pour lui. Et voilà. Alors, prochaine slide. Je vais vous parler de Freud maintenant, parce que Freud base une de ses théories qui s'appelle l'inquiétante étrangeté sur un conte romantique allemand également, donc un siècle, donc qui s'appelle Le Marchand de sable, et qui a été écrit en 1817, donc Le Marchand de sable d'E.T.A. Hoffmann. Et Freud donc il parle de l'inquiétante étrangeté, et l'inquiétante étrangeté, c'est ce type d'effroi que suscite ce qui est bien connu, ce qui nous est familier depuis longtemps. Donc c'est un texte un peu atypique pour Freud, parce qu'il est un peu moins rigoureux et clair que ce dont il a l'habitude de parler, parce que en fait il essaye tant bien que mal de se baser sur un texte littéraire et sur quelque chose d'esthétique, et donc il semble un peu lui-même dérouté par son sujet. Mais bon, il essaye de théoriser là-dessus et de développer un concept psychologique d'inquiétante étrangeté et de l'expérience qu'on fait quand on est confronté à la fois à quelque chose de familier et d'étrange, et on ne sait pas trop, etc. Donc le conte, c'est un enfant
le héros Nathanaël qui est effrayé par un personnage inventé par sa nounou, le marchand de sable, et après il confond ce marchand de sable avec un associé de son père, et après quand il est plus vieux, il rencontre, il tombe amoureux de la fille d'un opticien, je crois, qui s'appelle Olympia, et il s'avère que cette fille est en fait un automate. Et après, il va confondre cet automate avec sa fiancée à lui. Et puis il va essayer de la jeter d'une tour à la fin, donc tout n'est que confusion et ambiguïté, et c'est un récit assez déroutant. Voilà. Et alors, pour vous situer, suite à cette histoire d'inquiétante étrangeté développée par Freud, en 1955, peu après l'utilisation du mot robot pour la première fois pour désigner cette machine Unimate, le terme d'inquiétante étrangeté, donc de Unheimliche en allemand, est traduit par l'anglais The Uncanny. Et certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler du terme The Uncanny Valley, ou la vallée de l'étrange, qui a été développé en 1970 par un roboticien qui s'appelle Masahiro Mori, roboticien japonais. Donc en fait, la vallée de l'étrange, c'est l'idée selon laquelle plus un robot ou une machine a des traits humanoïdes, plus nous avons tendance à sympathiser avec, jusqu'au point précis où on est confronté à une machine qui nous ressemble beaucoup, mais par une action ou une imperfection à nous imiter, qui va trahir son inhumanité. Donc on se sent alors effrayé et révulsé, et c'est un sentiment qui disparaît quand de nouveau la machine ou le robot devient encore plus humanoïde. Donc je vous ai mis là un petit graphique, et ça c'est la fameuse vallée voilà, où on est effrayé. Voilà. Et puis peut-être, alors pour terminer, je vais vous parler aussi de Isaac Asimov. Donc Isaac Asimov, vous connaissez sans doute, ou en tout cas vous avez peut-être entendu parler. Donc c'est un peu le père de la robotique en science-fiction. Il a écrit Le cycle des robots, donc qui regroupe entre 1953 et 1986 plusieurs nouvelles et romans qui mettent en scène des robots et qui mettent en scène leurs relations avec les humains. Donc l'ensemble, ça forme une très grande histoire qui s'étale sur plusieurs millénaires, et son cycle est très célèbre pour les trois lois de la robotique que je vous ai remises ici. Donc première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Donc, dans l'histoire, chaque robot est doté d'un cerveau positronique qu'il rallie automatiquement à un système centralisé qui fait qu'il obéit donc aux trois lois. Et alors l'écriture d'Asimov, je ne sais pas si certains ont lu déjà un petit peu, c'est assez particulier. En fait, c'est une écriture très méthodique qui peut paraître parfois un peu rébarbative, un peu clinique comme ça. Mais moi je trouve en fait que il y a une espèce de poésie qui s'installe à chaque fois qu'il parle des robots, et les personnages de robots et leurs relations avec les êtres humains sont très travaillés. Il y a des relations très poétiques, par exemple entre un robot, un grand robot nounou comme ça, et puis une petite fille dont il s'occupe, et il adore que la petite fille lui raconte Cendrillon, et puis la petite fille elle préfère jouer à la guerre. Et puis il y a par exemple il y a des robots qui vrillent un peu parce qu'il y a des déséquilibres entre les différentes lois. Alors du coup, on a l'impression qu'ils sont ivres et puis ils déblatèrent. Et puis tous les robots, ils ont des espèces de références littéraires comme ça qui ressortent. Enfin, c'est assez étonnant. Donc en fait, finalement, la poésie de la littérature d'Asimov, elle est vraiment projetée sur la machine et sur ses personnages de robots. Voilà, ce qui est assez intéressant. Et puis je vais terminer avec cette citation en fait d'Isaac Asimov qu'il a écrit au début, dans une préface au début du cycle des robots, où il parle justement de Frankenstein de Mary Shelley et de son. Alors Mary Shelley, elle était mariée avec un autre poète. Un écrivain qui s'appelle Percy Bysshe Shelley, anglais, qui était très respecté à l'époque, qu'on connaît pas trop maintenant. Donc il dit la petite femme. Alors donc Mary Shelley a décidé sur un concours de circonstances d'écrire un roman, et puis
et puis son mari l'y a un peu encouragé. La petite femme écrit donc son roman. Il est publié et voilà qu'il remporte un succès colossal. Par la suite, si Le Grand Homme ne perd rien de sa gloire universelle, c'est tout de même le roman de la petite femme qui reste le mieux connu. Tellement connu en fait que le titre finit par acquérir son droit de cité dans la langue anglaise. Quelle calamiteuse situation pour un écrivain professionnel dont l'égocentrisme n'a rien que de parfaitement normal. Et plus loin, il dit « Frankenstein était en effet le titre du roman de Madame Shelley, et le nom du jeune scientifique qui avait créé le monstre. Depuis ce jour, le nom de Frankenstein a toujours servi à désigner le nom de la créature qui détruit son créateur. L'expression « j'ai créé un monstre à la Frankenstein » est devenue un cliché si éculé qu'on ne peut l'utiliser de nos jours que dans un sens humoristique. Frankenstein remporta son succès, en partie du moins, car il exprimait une nouvelle fois l'une des peurs les plus persistantes qui ait jamais hanté l'humanité, celle de la science dangereuse. Frankenstein était un nouveau Faust cherchant à percer le secret d'un savoir qui n'était pas destiné à l'homme, et il avait créé sa némésis méphistophélique. Voilà. Merci. Tu peux le poser. Pose-le. Hop là. Merci beaucoup Camille pour cette présentation.